Se sentir au sommet du monde un jour et puis tout en bas le lendemain. Ça nous est tous un peu arrivé. Mais où est-ce qu'on trace la ligne entre une simple saute d'humeur et une condition beaucoup plus complexe comme le trouble bipolaire? Allez, on met les clichés de côté et on essaye de comprendre ensemble ce que c'est, vraiment. C'est la question en fait. On a tous des hauts et des bas, c'est normal, des jours où tout va bien et d'autres où c'est plus difficile. Mais à quel moment est-ce que ces montagnes russes deviennent autre chose? Où se trouve la frontière avec une maladie? C'est ce qu'on va explorer. Bon, pour bien comprendre ce trouble, il faut d'abord parler de son terrain de jeu principal, l'humeur. On peut vraiment l'imaginer comme ça, comme une sorte de météo intérieure, un climat émotionnel qui nous accompagne au quotidien. Cette définition, elle date un peu, mais elle est toujours aussi juste. Le psychiatre Jean Delay parlait de timie, c'est le mot un peu savant pour l'humeur. En gros, c'est cette couleur de fond, soit agréable, soit désagréable, qui tente en permanence la façon dont on vit les choses. Et là, on touche à un point super important. Il ne faut pas confondre l'humeur et l'émotion. Une émotion, c'est comme un orage, c'est intense, c'est bref, ça répond à quelque chose de précis. L'humeur, c'est plutôt le climat général d'une journée ou d'une semaine. Et le trouble bipolaire, eh bien ce n'est pas un problème d'émotion, c'est un dérèglement de ce climat de fond. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe quand cette fameuse météo intérieure se transforme en une succession de tempêtes et d'ouragans, quand les variations deviennent totalement hors de contrôle? Voilà la définition clinique. Le mot à retenir ici, c'est alternance. La personne navigue entre deux pôles complètement opposés, la manie et la dépression. Mais, et c'est essentiel de le noter, il y a aussi des moments de calme, des périodes où l'humeur redevient normale. C'est ce qu'on appelle l'euthymie. Là, on voit bien les deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, le pôle maniaque, c'est une véritable explosion d'énergie, tout s'accélère. Et de l'autre, le pôle dépressif, c'est tout l'inverse. Un effondrement, une douleur morale et un ralentissement général. Regardons de plus près l'épisode maniaque. Attention, ce n'est pas juste être de très bonne humeur. C'est un état où on se sent invincible, le sommeil devient presque inutile, les idées fusent dans tous les sens et on a une énergie qui paraît sans fin. Ça peut mener à des projets complètement fous, à des dépenses excessives, bref, à des conduites à risque parce que le jugement est vraiment altéré. Et à l'exact opposé, on a l'épisode dépressif. C'est bien plus qu'un simple coup de déprime. C'est un trou noir, une perte totale de l'envie et du plaisir, on appelle ça l'anédonie, une fatigue écrasante, tout est lent, lourd, la souffrance est immense et malheureusement, les idées suicidaires sont une réalité très présente dans cette phase. C'est important aussi de savoir qu'il n'existe pas un seul trouble bipolaire, mais plutôt toute une famille de troubles. La maladie peut se manifester de différentes manières, avec des intensités qui varient. Ce tableau résume assez bien les choses, prenons une seconde pour le regarder. Le trouble bipolaire de type 1, c'est le plus connu, avec au moins un épisode de manie très intense, très franc. Juste en dessous, le type 2, là il n'y a pas de vraie manie, mais des épisodes qu'on appelle hypomaniaques, on va y venir, qui alternent avec de grosses dépressions. Et enfin, la cyclothymie, c'est une forme plus chronique où l'humeur oscille constamment, mais sans jamais atteindre les pôles extrêmes de la manie ou de la dépression majeure. Alors, l'hypomanie, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le petit frère de la manie. C'est un état où on a beaucoup d'énergie, on est très optimiste, mais on ne perd pas le contact avec la réalité. La personne reste fonctionnelle et parfois cet état est même bien vécu au début. On se sent plus productif, plus créatif. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux défini le trouble, une question se pose, d'où ça vient? Et surtout, quel est l'impact concret sur la vie des gens? Ce chiffre, 20%, il est assez parlant. Il représente le risque pour un enfant, dont l'un des parents est atteint de troubles bipolaires, de développer la maladie à son tour. C'est un risque multiplié par 10 par rapport à la population générale. Ça montre bien qu'il y a une forte composante génétique, héréditaire. Mais attention, la génétique ne fait pas tout, ce n'est pas une fatalité. En réalité, les causes sont un mélange complexe. Il y a cette prédisposition génétique, oui, mais elle interagit avec la biologie du cerveau, et souvent, des facteurs extérieurs, comme des chocs émotionnels ou un stress intense, peuvent agir comme des déclencheurs. Il faut vraiment prendre la mesure des conséquences, qui sont loin d'être anodines. On parle d'un risque de suicide qui est très élevé, de carrières qui peuvent être brisées, de relations sociales qui se délitent. C'est une souffrance énorme, non seulement pour la personne malade, mais aussi pour ses proches qui se sentent souvent démunis. Face à ce tableau qui peut paraître sombre, il y a de l'espoir. Et il passe par la connaissance. C'est vraiment en comprenant la maladie qu'on peut commencer à mieux aider, à mieux accompagner. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le trouble dipolaire n'est pas une faiblesse de caractère, ni un manque de volonté. C'est une maladie, une vraie maladie,
qui se diagnostiquent avec des critères précis et surtout qui se traitent. En général, la prise en charge repose sur 3 piliers. D'abord, un traitement médicamenteux avec ce qu'on appelle des thymorégulateurs, qui vont aider à stabiliser l'humeur, à lisser les vagues. Ensuite, la psychothérapie, qui est fondamentale pour apprendre à se connaître, à repérer les signes avant-coureurs des crises. Et enfin, une bonne hygiène de vie. Un sommeil régulier, des horaires fixes, c'est la base de la stabilité. Au final, le combat le plus important est peut-être celui contre les préjugés. Chaque fois qu'on explique ce qu'est réellement cette maladie, on fait un pas pour lutter contre la stigmatisation. Et c'est cette connaissance qui permet de créer un environnement plus bienveillant pour les personnes concernées. On a parlé de psychiatrie, de traitement, de biologie, mais au-delà de toute cette complexité, il reste peut-être une question toute simple. Et si le soutien le plus précieux, le plus humain, celui qu'on peut tous offrir, commençait tout simplement par une écoute attentive et surtout sans jugement?